K est une jeune femme pleine de grands rêves, mais aussi de problèmes encore plus grands. Elle était une bonne élève et aurait pu aller à l'université, mais après la mort de sa mère il y a 1 an, son père est tombé dans l'alcoolisme. Elle aurait pu fuir la maison, mais elle a un petit frère, Kid, trop attaché à elle pour survivre seule avec leur père ivre. Cherchant un moment d'évasion loin de ses difficultés quotidiennes, elle décide de retrouver son amie Tess pour une petite promenade. Ce n'est qu'en la rejoignant que K découvre qu'il ne s'agit pas simplement d'une balade, mais d'un double rendez-vous avec 2 maîtres nageurs. Julian et Xander sont de jeunes hommes charmants qui offrent bien plus qu'une simple virée en jet ski. Ils promettent une escapade inoubliable aux Bahamas. Kaya hésite d'abord, mais finit par accepter lorsque les garçons lui assurent qu'ils seront de retour avant le coucher du soleil. Elle prévient son petit frère et confie son téléphone à Xander, qui le scelle dans une pochette étanche. Peu après, les 4 jeunes s'élancent vers les îles tropicales, prêts à profiter des plages de sable fin, de l'eau cristalline et de l'absence totale de touristes. Tess et Julian, étant en couple, passent du temps à l'écart. K, encore meurtri par une rupture récente, trouve un réconfort inattendu dans la gentillesse et l'attention de Xander. Il l'écoute, la comprend et finit peu à peu par gagner sa confiance. Après avoir passé toute la journée ensemble, les deux terminent leur escapade romantique par un baiser. Lorsque le soleil commence à se coucher, les 2 couples décident de rentrer sur la côte. Sur le chemin du retour, Julian se met à faire le malin, filant à toute vitesse sur les vagues jusqu'à heurter une énorme houle et perdre le contrôle. Lui et Tess sont projetés dans la mer tandis que leur jet ski glisse sur plusieurs mètres. Secoués, ils s'en sortent sans blessure grave du moins jusqu'à ce que Xander, distrait par K, cesse de regarder devant lui. Pris dans le moment, il ne voit pas l'obstacle qui approche, et la tragédie frappe. Leur jet ski percute la tête de Julian, puis entre en collision avec celui du premier couple. En quelques secondes, les 4 jeunes sont projetés dans l'immensité de l'océan, sans gilet de sauvetage. Les jet skis commencent lentement à couler. Mais ce qui terrifie encore plus Tess et K, c'est que les 2 garçons ont disparu. Essayant de ne pas paniquer, les filles scrutent les vagues et aperçoivent l'un d'eux dérivant à proximité. Xander a survécu, son gilet de sauvetage l'a maintenu à flot, mais il est face contre l'eau et respire à peine. Les filles réussissent à le tirer en sécurité, mais Julian reste introuvable. Après plusieurs minutes de recherche désespérée, elles comprennent qu'il est perdu. Et ce n'est pas leur seul problème. Elles sont bloquées en pleine mer, à des kilomètres de toute terre, sans personne à l'horizon. Elles risquent de se noyer, de mourir de froid, ou pire, de devenir des proies. Un immense requin, attiré par l'odeur du sang, s'approche déjà d'elles. Alors que la mort semble inévitable, les filles aperçoivent un vieux chalutier rouillé dérivant à proximité. Elles se mettent à hurler et à agiter frénétiquement les bras dans l'espoir que quelqu'un les remarque. Heureusement, un pêcheur nommé Ray distingue quelque chose d'étrange à l'horizon avec ses jumelles. Quelques instants plus tard, il dirige son bateau vers elles, chassant le requin au passage. Tess, Xander et K parviennent à monter à bord, soulagés et reconnaissant d'être enfin en sécurité et du moins le croit-il. Xander est grièvement blessé et ne peut pas bouger à cause d'une jambe cassée, tandis que Tess souffre de vives douleurs abdominales. Comprenant que ses amis ont besoin d'aide médicale, Kaya supplie Ray de contacter les gardes-côtes ou les secours pour qu'une ambulance les attende au port. Ray hoche la tête et promet d'appeler à l'aide, mais il n'en a jamais eu l'intention. Non seulement il ne signale pas l'incident, mais il commence à poser des questions étranges, comme s'il y avait d'autres personnes avec eux. Tandis que Kaya reste auprès de Xander pour le réconforter, Tess part chercher de l'eau et des calmants. Quelques minutes plus tard, Kaya l'appelle, mais n'obtient aucune réponse. Inquiète, elle fouille le pont et finit par entrer dans la cabine de pilotage, où elle découvre que Tess a disparu sans laisser de traces. Quand K confronte Ray, il devient encore plus évasif, prétendant que Tess se repose dans une cabine et qu'il doit soigner sa blessure. Mais c'est encore un mensonge. Ray imbibe un chiffon de chloroforme et se jette sur K, la rendant inconsciente, laissant Xander sans défense sur le pont. Ray traîne ensuite les 2 filles dans un compartiment verrouillé sous le pont à un endroit sombre, isolé, accessible uniquement par une petite trappe. Sachant que les adolescentes risquent d'être signalées disparues, il dirige son chalutier encore plus loin en mer. Un peu plus tard, Tess et K se réveillent sur un vieux matelas sale dans une pièce qui ressemble plus à une cave qu'à une cabine. Les murs sont couverts de rouille et de taches de sang, emplissant l'air d'une angoisse glaciale. Comprenant que Ray n'est pas un simple pêcheur, mais un maniaque dérangé, Tess éclate en sanglots. Elle remarque un message gravé dans le métal « Aidez-moi » et comprend que personne n'a jamais quitté cet endroit vivant. Mais Kaya tente de calmer son ami, persuadé qu'il doit exister un moyen de s'enfuir. En fouillant la pièce, Kaya découvrit plusieurs petites trappes au plafond, mais tout était rouillé et impossible à ouvrir. Cette nuit-là, elle trouva un morceau de fil tordu, sans savoir encore comment s'en servir. Le lendemain matin, Ray ouvrit la trappe, non pas pour les libérer, mais pour leur faire descendre un panier de nourriture. Kaya le supplia de la laisser partir, lui racontant qu'elle avait un père alcoolique et un petit frère qui l'attendait à la maison, mais Ray resta insensible. Froidement, il lui ordonna de prendre la nourriture et d'obéir à ses règles, sinon elle serait punie. Quand K tenta de grimper vers lui, il la repoussa brutalement et retira le panier. Puis, d'un ton glacial, Ray énonça son système de punition, le premier acte de désobéissance signifiait pas de nourriture, le second pas d'eau, et le troisième, une raclée pour toutes les 2. Tandis que les filles paniquaient dans un désespoir total, réagissaient comme si de rien n'était. Il continuait à pêcher, nettoyer ses prises et préparer le déjeuner, ignorant complètement Xander, qui se vidait de son sang, ainsi que les filles enfermées dans la cale. Peu après, K entendit le bruit d'un yacht approchant, suivi d'un petit bateau à moteur. Elle comprit que quelqu'un arrivait, mais douta que ce soit pour les aider. Ray accueillit un homme plus âgé, son partenaire dans des affaires sombres et tordues dont les secrets reposaient sous la mer infinie. L'homme, connu sous le nom de Doc, remarqua immédiatement Xander et prévint Ray qu'il pourrait leur causer des ennuis et c'était un Américain, et quelqu'un pourrait le chercher.
Ray le rassura, affirmant que le garçon s'était simplement perdu et que personne ne soupçonnerait qu'il se trouvait sur leur chalutier. Peu après, Doc descendit dans la cale pour examiner les filles. Il ausculta Tess et constata qu'elle avait une forte contusion à la poitrine, mais que ses côtes étaient intactes, elle n'était pas en danger de mort. Pendant qu'il faisait cela, K remarqua le couteau de Ray et envisagea de le voler. Il surprit son regard et se moqua d'elle, la provoquant à le prendre tout en lui faisant clairement comprendre quelles seraient les conséquences. Dans la cabine de pilotage, Doc remit ensuite à Ray une liasse d'argent provenant de leur dernière vente. Il s'avéra que les deux hommes faisaient de la traite d'êtres humains et du trafic d'organes. Ray parcourait la mer à la recherche de touristes disparus ou de naufragés, et quand Doc arrivait, ils décidaient ensemble qui serait vendu et qui servirait de pièces détachées. Certains finissaient esclaves, d'autres étaient découpés pour leurs organes. Après tout, il ne manquait jamais de riches acheteurs prêts à payer n'importe quel prix pour prolonger leur vie. Doc proposa $5000 pour chacune des filles. Xander, lui, était condamné, même si Ray nota qu'il pouvait encore être utile, car un avocat fortuné à Miami avait besoin d'une greffe du foie. Bientôt, Ray et Doc commencèrent à préparer Xander pour l'opération directement sur le bateau de pêche. Ils l'attachèrent à la même table sur laquelle Ray nettoyait autrefois ses poissons, puis l'endormirent afin qu'il ne sente rien. Doc réalisa l'opération, retira le foie, et ils jetèrent le corps dans la mer ouverte. K, observant à travers une fissure dans la trappe, assista à toute la scène et comprit qu'elles étaient perdues. Se rappelant les morceaux de métal rouillés, elle devina que quelqu'un avait déjà tenté d'ouvrir une trappe de secours pour s'échapper. Utilisant le fil, elle commença à gratter la rouille, consciente qu'il lui faudrait des jours pour avancer. Le lendemain matin, Doc et Ray redescendirent, cette fois pour photographier Kaya et traîner Tess à l'extérieur. Comprenant que son amie serait la prochaine, Kaya tenta de se défendre, mais c'était inutile. Ray était trop fort et la menaça de la blesser si elle résistait. Toute la journée, Doc examina Tess, notant ses tatouages, son groupe sanguin et ses signes vitaux. Pendant ce temps, K continua à travailler sur la trappe jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à l'ouvrir. Elle aurait pu s'échapper à cet instant, mais en voyant Doc préparer une table d'opération improvisée sous le ciel ouvert, elle comprit que c'était destiné à son ami. La nuit tombée, Ray et Doc commencèrent à préparer Tess pour la chirurgie. Ils l'attachèrent à la table de boucher et lui administrèrent une petite dose de gaz anesthésiant pour la calmer. Pendant ce temps, K se faufila dans la cabine de pilotage, attrapa la radio et tenta désespérément de contacter les gardes-côtes mais personne ne répondit. Quand Ray revint, Kaya fut forcée de se cacher. Elle se glissa dans la salle des machines et découvrit une petite cabine remplie d'équipements. En fouillant parmi diverses armes, elle comprit qu'un couteau ou une hache ne lui servirait à rien, mais qu'un harpon pourrait frapper à distance. Lorsque Doc commença l'opération, la jeune femme se précipita sur le pont pour l'arrêter et sauver son ami. Elle le menaça avec le harpon, mais l'homme plus âgé ne la prit pas au sérieux et il pensait que K n'avait pas le courage d'appuyer sur la gâchette. En reculant paniquée, elle donna un coup de pied dans la trappe et tira accidentellement, touchant Doc en plein ventre. Pensant qu'il était trop faible pour représenter un danger, elle libéra Tess, mais Doc se jeta sur elle et tenta de l'étrangler. K aurait pu mourir, mais Tess attrapa un scalpel et le planta plusieurs fois dans le cou et le dos de l'homme. Quelques minutes plus tard, Ray monta sur le pont et trouva Doc agonisant dans une mare de sang. Agissant rapidement, Ray creva le canot pneumatique pour empêcher les filles de s'enfuir, puis prit une lampe torche et fouilla le chalutier. Il réalisa qu'elles avaient disparu. En scrutant l'eau noire, il aperçut les deux jeunes femmes nageant vers un yacht. Allumant les projecteurs pour les suivre, Ray décida de les pourchasser et de les tuer, mais son plan était voué à l'échec. Avant de s'enfuir, Kaya avait sectionné tous les câbles et fils, laissant le bateau mort dans l'eau. Kaya comprit qu'elle n'avait gagné qu'un peu de temps. Le yacht était encore loin, et Tess, blessée, s'accrochait difficilement à une bouée. Elles avançaient trop lentement, et un fort courant les déviait, réduisant leurs chances de sauvetage. À un moment donné, Tess accepta que toutes deux pourraient mourir et supplia son ami de la laisser derrière. Elle était convaincue qu'une seule d'entre elles pourrait survivre et que K avait plus de chance. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et de continuer. Tess lâcha la bouée, ce qui permit à Kaya d'atteindre le yacht en quelques minutes. Haletante, Kaya grimpa lentement à bord, écoutant chaque bruit, incertaine de la présence éventuelle d'autres personnes. Après s'être assurée que le yacht était vide, elle courut jusqu'à la cabine de pilotage et appuya sur tous les boutons. Les moteurs ne démarraient pas et les clés manquaient, elle dut donc utiliser la radio. Elle envoya un appel de détresse et, à son grand soulagement, la garde côtière répondit. L'opérateur voulait l'aider, mais expliqua qu'il ne pouvait pas la localiser sans repère ni système de navigation fonctionnel. Pendant l'appel, il mentionna que le yacht devait avoir une balise de secours, un petit appareil jaune ressemblant à une radio. En fouillant, Kaya trouva un ordinateur portable ouvert, affichant des enchères actives. Elle comprit alors que ces gens étaient des trafiquants d'êtres humains, vendant ce qu'ils capturaient comme esclaves ou pour leurs organes. Immigrés, enfants, femmes, tous étaient des marchandises pour des acheteurs riches jouant avec des vies humaines. Revenant à sa recherche, K trouva un pistolet de détresse et la balise, mais elle ne savait pas comment les activer. Les instructions indiquaient de jeter l'appareil à l'eau, mais cela s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. En se dirigeant vers le pont, elle entendit des bruits étranges et comprit qu'elle n'était pas seule à bord. Les sons devinrent plus forts, et elle n'osa pas jeter la balise, bien que le bord du pont soit à seulement quelques mètres. En reculant pour se cacher, elle entendit Ray et lui aussi était monté sur le yacht. Son objectif était clair, la trouver et la tuer, puisqu'elle était le seul témoin de ses crimes. Avançant lentement et prudemment, Ray fouilla chaque pièce sans la trouver, puis monta par une trappe au-dessus. À ce moment-là, K sortit d'un petit compartiment caché sous le plancher du yacht. Elle se dirigea vers le pont, mais avant d'y parvenir, elle réalisa que Ray était juste derrière elle, prêt à frapper. Dès qu'elle se retourna, le pêcheur la poignarda dans le ventre et la regarda saigner. Luttant pour respirer, elle leva la main et toucha son visage.
Alors que Ray se préparait à porter le coup fatal, Ka fit preuve d'intelligence, au moment parfait, elle attrapa le pistolet de détresse tombé au sol et tira en plein dans la bouche de Ray, le brûlant de l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'effondre et meure. Sa mission n'était pas terminée. Elle devait encore jeter la balise à l'eau, mais affaiblie, elle perdit bientôt connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits quelques minutes plus tard, elle rassembla ses forces et lança la balise, mais celle-ci atterrit sur le bord du yacht. Trop faible pour ramper jusqu'à elle, Kaya comprit que c'était la fin et s'évanouit à nouveau. Par chance, les vagues nocturnes furent assez fortes pour faire tomber la balise dans l'eau, activant ainsi le signal du yacht. Au matin, une équipe armée de la garde côtière arriva sur les lieux. Ka parvint à leur raconter tout ce qui s'était passé et qui étaient les criminels. Peu après, un hélicoptère de secours vint la transporter jusqu'à la côte. Pendant la réanimation, le cœur de Ka s'arrêta pendant quelques minutes, mais le médecin réussit à la ramener à la vie. Pendant ce temps, une autre équipe de sauvetage retrouva Tess, elle aussi vivante, et la ramena saine et sauve sur la terre ferme. Là, une ambulance attendait, ainsi que le père de Kaya et son petit frère, déjà informés de la tragédie. Avant d'être conduites à l'hôpital, les deux filles échangèrent un dernier regard, réalisant combien elles avaient été imprudentes. Ce qui avait commencé comme une aventure amusante s'était transformé en une tragédie terrifiante qui avait presque coûté leur vie.